Le message, il est clair. Premièrement, que nos compatriotes qui sont à l'est de la République démocratique du Congo sachent qu'ils ne sont pas seuls. Nous qui sommes à Kinshasa et qui sommes partout dans la République, à l'intérieur du pays, nous compatissons avec nos frères qui sont à l'est. Ce qui arrive à l'est du pays nous touche nous tous. Deuxièmement, notre message, il est aussi pour réconforter les FARDC. Nos forces armées congolaises sont des citoyens congolais qui combattent pour l'intégrité nationale. Nous sommes ici pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, que tous les Congolais sont derrière le FARDC dans cette bataille. Troisième chose, nous avisons le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi ainsi que tout le pays voisin qui s'hasardent chaque fois de mener des guerres, d'envahir nos territoires pour piller nos richesses, tuer nos frères et sœurs, que cette fois-ci, nous, la population congolaise, tous, nous sommes debout pour sensibiliser, mobiliser, raviver la flamme patriotique afin que cette guerre qui nous a été imposée désormais soit une guerre populaire et qu'avec la mobilisation que nous allons faire, que le gouvernement puisse s'engager à mener jusqu'à la fin cette guerre avec le Rwanda afin qu'il y ait la paix. Quatrièmement, nous pensons qu'aujourd'hui, il est important que le gouvernement congolais ne puisse pas faire un pas en arrière. Les porte-paroles ont clairement dit du gouvernement qu'il s'avère que le Rwanda est derrière le M23. Si un pays voisin nous agresse, si un pays voisin nous maltraite, nous envahit et nous occupe, nous ne trouvons pas d'opportunité de garder de très bonnes relations bilatérales entre la RDC et le Rwanda. Notre gouvernement doit se comporter en gouvernement responsable. S'il faut couper des relations diplomatiques, il faut le faire. S'il faut prendre des sanctions et des mesures économiques qui touchent à l'économie du Rwanda, comme la suspension de vols de Rwandair et tant d'autres, il faut le faire. S'il faut révoquer, chasser l'ambassadeur rwandais de notre pays, il faut le faire. Et en définitive, la communauté internationale. Nous pensons qu'il y a une hypocrisie de la communauté internationale dans ce qui se passe dans notre pays. Lorsque la Russie envahit l'Ukraine, toute la communauté internationale est derrière pour condamner. Mais ça fait 25 ans que nos frères meurent, qu'il y a de viols à l'est du pays. Et cette communauté internationale, représentée ici par la MONUSCO, avec plus ou moins 20 000 personnels effectifs en RDC, ils ne font rien. Ils ne condamnent pas, ils ne reprennent même pas le Rwanda. Ils sont là en train d'observer. C'est-à-dire qu'il y a derrière des intérêts de certains pays occidentaux, des firmes occidentaux, pour piller nos richesses, notamment le coltan, l'or et le cobalt. Et nous pensons que cette communauté internationale doit cesser d'être hypocrite face à ce qui se passe à l'Est. À l'Union africaine, nous pensons que cette question est d'ordre africain tout d'abord. Et que sérieusement, les pays membres des organisations régionales et l'Union africaine doivent se prononcer pour que le Rwanda cesse de faire ce qu'il est en train de faire à notre pays. Le message est clair, c'est de dire non à l'agression rwandaise, dire oui au soutien au FARDC, dire oui à la solidarité vis-à-vis à l'endroit des Congolais qui doivent quitter leur maison, qui doivent fuir parce que le Rwanda et Kagame ont décidé de nous attaquer. Et dire oui à l'expulsion de l'ambassadeur rwandais à poste à Kinshasa et dire oui à la fermeture de l'ambassade du Rwanda parce que je ne vois pas moi l'ambassadeur russe être à ce moment à Kiev. C'est inacceptable. Donc, comme les Congolais ont décidé d'organiser la résistance, nous demandons au gouvernement congolais de nous accompagner et de doter les moyens conséquents aux FARDC qui se battent pour que cette guerre soit ramenée là où elle est venue. Il faut que le président rapidement fasse des réformes au sein de l'armée, fasse un remaniement pour que tous ces infiltrés soient attrapés et ramenés devant la justice. Et aussi, à mon sens, commencer vite fait un processus de recrutement pour que les jeunes qui le désirent aller servir la nation à travers les drapeaux puissent trouver cette occasion-là. Et j'ai vu des jeunes nous dire qu'ils sont prêts à aller se faire enrôler dans l'armée pour participer à l'effort de la guerre. La communauté internationale doit prendre le même courage qu'elle a utilisé pour dénoncer Poutine. Parce que Kagame, c'est le Poutine africain. Et on ne peut pas accepter que Kagame puisse attaquer un pays souverain. Au même moment, l'Ukraine, comme la RDC, sont des pays souverains, indépendants, qui ne peuvent pas être attaqués par notre État. Et nous demandons que la communauté internationale, la France, la Belgique, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne,
le Japon et tous les pays amis du Congo puissent envisager des sanctions politiques, diplomatiques, économiques contre Kigali et contre Kagame et ses affidés. Ce n'est pas normal au XXIe siècle que des individus se plaisent à attaquer, à tuer les humains, à déstabiliser les régions parce qu'on ne sait pas pour quel intérêt économique. Donc au même moment, nous allons nous organiser à l'intérieur pour organiser la résistance. Au même moment, nous demandons à la communauté internationale à pouvoir appliquer les mêmes sanctions politiques, économiques et diplomatiques qu'on a appliquées à Poutine, qu'on les applique aussi à Kagame. Alors, nous demandons aux Congolais de partout d'être en alerte maximale. Nous sommes en guerre, nous devons être vigilants, nous devons être extrêmement informer ce qui se passe au pays pour qu'au moment opportun, nous soyons en mesure de réagir. Parce que personne ne viendra défendre le territoire congolais. Deuxième chose, c'est que nous allons continuer à nous mobiliser, à nous organiser. On va vous donner le programme. On a prévu faire un sit-in d'ici mercredi à l'ambassade du Rwanda pour aller déclarer officiellement la fermeture de cette ambassade et le renvoi de Karega. Et on va continuer à faire d'autres réactions auprès du gouvernement pour qu'on améliore notre appareil sécuritaire pour exfiltrer tous les infiltrés, mais aussi donner beaucoup de moyens à l'armée, donner des primes occasionnelles, exceptionnelles aux FARDC qui se battent et aussi les donner la logistique nécessaire pour faire la guerre. J'ai été invité par les jeunes pour m'associer à leur activité parce que la jeunesse se mobilise contre la situation de ce qui se passe à l'Est. Et comme il s'agit d'une priorité nationale, j'ai jugé bon de partager ce moment avec eux et de pouvoir échanger avec eux. Je pense qu'effectivement la mobilisation elle est nécessaire, mais cette mobilisation n'est pas suffisante. Parce qu'un pays, pour assurer sa défense et l'intégrité de son territoire, la défense de l'indépendance nationale, doit avoir un outil de défense qui tienne la route. Et c'est là ma priorité. Je pense que lors des débats budgétaires, lors des décisions qui sont prises par les autorités, nous devons mettre un accent sur la réduction du train de vie de nos institutions et accorder la priorité à l'urgence des urgences, qui est celle de doter notre pays d'un véritable outil de défense qui défende nos concitoyens, assure leur sécurité et de leurs biens. Ça, je pense que comme responsable et décideur, c'est vers ça que je vais tendre et sur priorité sur laquelle je pense qu'il faut mobiliser les uns les autres. Dans l'entretemps, il faut que le pays soit mobilisé autour de sa défense, autour de l'intégrité de son territoire. Ça, c'est important. Et il faut encore que les autorités publiques puissent entendre ce message. Et c'est ce qui est essentiel. C'est un processus qui commence, il faut accentuer. Tout ça, rupture diplomatique, rappeler les ambassadeurs, interrompre le truc, révisiter les accords que le gouvernement a signés, parfois de manière très maladroite. Il faut que tout ça soit remis sur la table pour pouvoir savoir vers quoi on veut aller. Le Congo ne sait pas suffisamment parler en interne qu'il est venu le moment d'interroger les raisons de notre propre fragilité en interne pour faire face de manière adéquate aux menaces extérieures. Je dis qu'il y a une constance. Les États auront, surtout face à un État comme le Congo, de velléité, de pouvoir contrôler, de pouvoir affaiblir. Ça a été notre histoire depuis la création de l'État indépendant du Congo. Notre mission, parce que nous sommes unis par le sort, c'est ainsi que nous le proclamons dans l'hymne national, c'est de pouvoir défendre cet héritage. Mais le défendre, ça veut dire quoi? C'est se doter d'abord d'un outil de défense efficace. C'est ensuite accorder à la défense nationale la priorité nationale en termes budgétaires, en termes de moyens, en termes d'orientation politique. Nous ne défendrons jamais notre pays en pensant qu'on va emprunter aux autres leurs armes pour qu'ils viennent défendre notre pays à notre place. La deuxième chose, je crois qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises dans la politique diplomatique du gouvernement qui a pensé qu'en gérant les enjeux économiques, on pouvait arriver à résorber nos problèmes sécuritaires et de sécurité dans la sous-région. Je pense que supplanter l'accord multilatéral cadre d'Addis Abeba par des accords bilatéraux, ça a été une erreur de stratégie. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut réviser cette stratégie pour revenir à l'essentiel. L'outil de défense, se remettre dans l'accord cadre multilatéral, s'appuyer sur le partenaire pour obtenir la reconnaissance, la responsabilité, notamment du Rwanda, dans la dégradation de la situation qui se passe à l'est du pays. Et en ce qui nous concerne, faire notre part du boulot. C'est ça qu'il faut pouvoir faire. Il faut être ferme sur ces questions. Et ces questions ne doivent pas être traitées en voulant compenser
les problèmes de légitimité intérieure par des problèmes sous-régionaux, parce que c'est ce biais qui nous amène là où nous sommes. Et donc, nous disons, en dernier, il faudra également résoudre la question de la légitimité de nos institutions lors des prochains processus électoraux. Parce que sans ça, nous risquons de tourner en rond et d'avoir un pays qui est fragilisé, qui est un État client par rapport à nos voisins. Donc pour moi, c'est l'intérieur sur lequel il faut mettre beaucoup d'accent. Et nous avons les ressources et les moyens pour le faire. Mais vous savez, en 2013, lorsqu'on a signé l'accord 4 d'Addis Abeba, la communauté internationale était à notre chevet. La communauté internationale nous a accompagnés dans ce processus. Mais fallait-il encore qu'en interne, nous puissions faire les réformes nécessaires pour rendre administrable notre pays, nous doter d'une justice qui fonctionne pour traiter en amont un certain nombre de problèmes et surtout avoir cet outil de défense qui permet au Congo d'assumer sa part de responsabilité dans les mécanismes de sécurité collective. Tout ceci n'a pas été fait ou a été fait insuffisamment, qu'aujourd'hui, il est venu le temps de rappeler nos gouvernants à leurs responsabilités. Ça, c'est important. Il ne faut pas perdre l'espoir. Nous sommes là, nous défendrons le Congo et le Congo est un pays qui a suffisamment de moyens. La première richesse, c'est le nombre de notre population, c'est la qualité de notre jeunesse. Et la deuxième richesse, c'est les ressources que nous avons, mais qui sont très souvent mal allouées et pas aux priorités, notamment la priorité sécuritaire. Il faudrait que cela change. Et nous pensons que dans les prochains jours, cela devra changer. Ça doit être entendu par tous.